13 avril 1204. Les croisés rentrent victorieux dans Constantinople. Ils vont mettre à sac la ville pendant 3 jours. Ce pillage et la partition temporaire de l'Empire romain d'Orient vont l'affaiblir durablement, menant inexorablement à sa chute. Mais cette quatrième croisade n'est pas le fruit du hasard. Elle est l'œuvre d'une cité-État devenue dominante en Méditerranée, la République de Venise. En 476, l'Empire romain d'Occident s'effondre. Cet événement marque un tournant majeur pour l'Europe, plongeant la région dans l'instabilité. Les anciennes structures romaines s'effondrent, laissant place aux invasions barbares et à l'émergence de nouveaux États. En Italie, les populations cherchent à survivre face à cette nouvelle ère de chaos. C'est dans ce contexte qu'au 5e siècle, les habitants de la Vénétie, menacés par les Huns puis les Lombards, fuient vers un refuge naturel, les îles marécageuses de la lagune Adriatique. Ces marais, protégés par leurs eaux et leurs terrains difficiles, deviennent le point de départ de l'histoire de Venise. Ces premiers réfugiés, des pêcheurs et des marchands pour la plupart, s'installent sur des îlots de sable. Ils vivent de la pêche, de la chasse et de la production de sel, tout en restant sous l'influence de l'Empire romain d'Orient, qui contrôle encore une partie de la côte italienne après la chute de l'Empire d'Occident. Rapidement, ces groupes dispersés forment une communauté organisée. Au 7e siècle, ils choisissent des tribuns pour gérer leurs affaires, posant les bases d'une société tournée vers la mer et le commerce. Vers le 8e siècle, un centre commence à se distinguer, Rialto, situé au cœur de la lagune. Cet îlot offre un accès stratégique pour les navires, grâce à sa position appelée rive haute. Alors que d'autres lieux comme Torcello ou Malamocco perdent de l'importance, Rialto attire les activités économiques et politiques. Les Vénitiens y développent des infrastructures, consolidant les berges et facilitant le commerce maritime. En 726, un changement significatif survient avec l'élection du premier doge, Paolo Lucio Anafesto. Ce choix reflète une volonté croissante d'indépendance vis-à-vis de Byzance. Le doge, dont le pouvoir est limité par les élites de la cité, devient le symbole d'un leadership local. En 810, face à la menace des Francs sous Pépin d'Italie, le doge Angelo Participazio transfère son siège à Rialto, renforçant l'unité de la lagune autour de ce centre. Au fil du 8e siècle, Venise gagne en autonomie. Sa position entre l'Occident et l'Orient lui permet de devenir un intermédiaire commercial, échangeant sel et bois contre des produits byzantins comme les épices et les soieries. Bien que toujours liée à Byzance, la cité lagunaire réduit progressivement cette dépendance. Ses canaux et ses marais, difficiles d'accès, la protège des invasions, consolidant son statut de cité distincte. Entre le 9e et le 10e siècle, Venise transforme sa lagune en une plateforme dominante du monde méditerranéen. Tout commence avec son commerce maritime, qui devient rapidement son cœur battant. La cité se positionne comme un carrefour essentiel. Elle exporte des produits locaux comme le sel, extrait dans ses marais salants, le verre soufflé de ses ateliers, et le bois des forêts alpines voisines. En retour, elle ramène des marchandises prisées, des épices comme les poivres et la cannelle, de la soie venue de Chine via les routes byzantines et des produits de luxe tels que les pierres précieuses ou les parfums. Ces échanges ne sont pas juste une affaire d'argent, ils font de Venise un lien vital entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman ou byzantin. Pour que le commerce prospère, il faut une flotte robuste. Les Vénitiens développent des galères légères et rapides, idéales pour naviguer dans les eaux peu profondes de l'Adriatique ou affronter les tempêtes méditerranéennes. Ces navires, disposant d'équipages entraînés, protège les convois contre les pirates arabes qui infestent les routes maritimes et les Normands qui menacent les côtes européennes. Ces galères sillonnent non seulement l'Adriatique, mais aussi la Méditerranée, jusqu'à Alexandrie et la mer Noire, transportant des cargaisons qui font rêver les cours royales. Cette activité maritime fait de Venise un nom synonyme de richesse et de puissance à travers l'Europe. Pour sécuriser ses routes, Venise combine force et finesse. Dès le Xe siècle, elle négocie des privilèges commerciaux avec l'Empire byzantin. Par exemple, en 993, elle obtient des droits préférentiels pour ses marchands. Et en 1082, l'empereur byzantin lui accorde un quartier entier à Constantinople sur les rives de la Corne d'Or. Ce quartier devient une base où les Vénitiens stockent leurs biens, négocient et vivent comme une petite Venise à l'étranger. Ces privilèges sont souvent gagnés grâce à l'aide militaire qui les apporte, par exemple en soutenant Byzance contre les Normands qui assiègent Durazzo. Entre 992 et 1009,
Elle établit un protectorat sur la côte et les îles Dalmates, sécurisant ainsi son accès à l'Adriatique et éliminant les pirates qui menacent ses navires. Ces territoires fournissent aussi du bois, essentiel pour construire sa flotte, et des points d'escale pour ses navires. Plus tard, durant le XIIe siècle, elle pousse ses ambitions plus loin, jusqu'en mer Noire. Là, elle fonde des avant-postes comme Soldaïa, sur la côte de Crimée, et Tana, près de l'actuel Azov, pour contrôler le commerce de la soie et des esclaves. Ces positions lui permettent de dominer les échanges entre les Balkans, Byzance et l'Occident, monopolisant une partie des routes commerciales et marginalisant ses rivaux comme Gênes ou Pise. Ses efforts paient. Au XIIe siècle, Venise est déjà un acteur majeur, mais c'est au XIIIe siècle qu'elle atteint un nouveau niveau. Elle devient une étape incontournable pour les croisés en route vers la Terre Sainte, fournissant navires et provisions. Ses comptoirs de Constantinople à Alexandrie, en passant par Tyr et Acre, forment un réseau qui relie l'Europe à l'Asie. Les marchandises transitent par ses ports et ses galères, souvent escortées par des navires de guerre, garantissant que rien ni personne ne les arrête. Cette domination commerciale repose aussi sur une organisation sans faille. À Venise, l'arsenal, un complexe naval gigantesque, produit des dizaines de galères par an, tandis que la bourse du Rialto, au cœur de la ville, devient le lieu où s'échangent des parts de navires et où les fortunes se font et se défont. Mais cette puissance naissante n'est pas sans défi. Les pirates restent une menace constante, et les rivalités avec d'autres cités maritimes qui s'imposent également durant cette période, comme Gênes, s'intensifient. Pourtant, Venise s'adapte, renforçant sa flotte et ses alliances. Par exemple, en 1171, quand Byzance tente de limiter ses privilèges, elle riposte en renforçant ses liens avec l'Occident. Ces efforts posent les bases de son âge d'or, qui éclatera pleinement au XIIIe siècle avec la 4e croisade de 1204. À cette époque, les croisés partis pour reconquérir Jérusalem se retrouvent sans argent pour payer leur transport. C'est là que les Vénitiens, toujours pragmatiques, entrent en jeu. Sous la direction du doge Enrico Dandolo, ils proposent leurs galères pour transporter l'armée croisée. Mais à une condition, les croisés doivent d'abord aider Venise à régler quelques comptes. Leur cible, Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, devenu un rival commercial et politique. L'attaque est minutieusement préparée. Les galères vénitiennes avec leurs équipages expérimentés mènent l'assaut aux côtés des chevaliers croisés. En avril 1204, après un siège brutal, la ville tombe. Le pillage qui suit est monumental. Les Vénitiens et les croisés s'emparent de tout. Or, argent, reliques, œuvres d'art. Parmi les trésors ramenés, on trouve les célèbres chevaux de bronze dorés, aujourd'hui exposés sur la façade de la basilique Saint-Marc. Ces statues, autrefois ornant un hippodrome byzantin, deviennent le symbole de la victoire vénitienne. Mais ce n'est pas tout. Des manuscrits rares, des icônes, des pierres précieuses, et même des fragments d'architecture sont rapatriés à Venise, enrichissant la cité et son prestige. Ce sac de Constantinople a des conséquences majeures. Venise s'octroie une partie du butin territorial, la Crète qu'elle achète devient une colonie stratégique, un grenier à blé et une base navale. Chypre, bien que déjà sous contrôle latin, voit son commerce dominé par Venise. Des îles grecques, comme Corfou et les Cyclades, ainsi que des ports comme Moldon et Coron, dans le Péloponnèse, tombent aussi sous sa coupe. Également, Venise contrôle un tiers de Constantinople, et une part importante de l'Empire latin d'Orient, créé après la chute de Byzance. Ces territoires assurent un accès direct aux produits asiatiques, épices, soie et coton, via des routes désormais sécurisées par ses propres bases. Cette victoire renforce sa domination en Méditerranée orientale, de manière spectaculaire. Venise devient l'arbitre des échanges entre l'Occident et l'Orient, monopolisant les routes maritimes et marginalisant ses rivaux, comme Gênes. Pour sceller cette puissance économique, en 1284, elle frappe le ducat, une monnaie d'or d'une pureté exceptionnelle. Ce petit disque devient rapidement la référence pour les transactions commerciales dans toute la région, accepté de Venise à Alexandrie, de Constantinople à Tunis. Son poids constant et sa valeur stable en font un outil qui facilite les échanges et renforce la confiance des marchands. C'est un signe clair. Venise n'est plus seulement une cité marchande, mais une puissance financière et politique majeure. Cette prospérité se reflète dans la ville elle-même. Les familles nobles s'enrichissent et construisent des palais le long du canal Grande, transformant Venise en une vitrine de luxe. L'art et l'architecture s'épanouissent. La basilique Saint-Marc, avec ses mosaïques mêlant influences byzantines et occidentales, et le palais des Doges deviennent des symboles de cette splendeur. La population atteint environ 100 000 habitants, faisant de Venise l'une des plus grandes villes d'Europe, au même titre que Paris ou Florence. Derrière ce faste, une structure politique solide soutient cette réussite. Le doge, élu à vie par une oligarchie de 42 familles nobles, dirige avec le Grand Conseil,
créé en 1172. Ce conseil concentre le pouvoir entre les mains d'une élite stable. Pour surveiller tout cela, il crée aussi le Conseil des 10, un tribunal spécial qui veille à la sécurité de l'État, parfois avec des méthodes dures, comme l'élimination de menaces internes. Le Sénat, composé d'environ 200 membres, gère la politique étrangère, nomme des ambassadeurs qui sont également souvent des espions. Le Sénat assure également la défense. Cette organisation, décrite comme un modèle par certains penseurs de l'époque, limite les rivalités entre nobles et les révoltes populaires, rendant Venise exceptionnellement stable. Les institutions ne sont pas seules en action. L'arsenal, le cœur industriel de Venise, quadruple de taille entre le XIIIe siècle et le XVe siècle. C'est là que sortent les galères qui font la force de sa flotte. La bourse du Rialto, où s'échangent des parts de navires, devient le nerf de la guerre commerciale attirant marchands de toute l'Europe. C'est donc pour marquer son lien avec la mer qu'une tradition unique émerge alors. Chaque année, lors de la fête de la Sansa, le doge monte à bord du Bucentaure, un bateau somptueux, et jette des anneaux dans l'eau. Ce geste symbolique, appelé le mariage avec la mer, célèbre la domination maritime de Venise, mais cette domination vénitienne a ses limites, notamment face à Gênes, une autre république maritime concurrente, pour le contrôle des routes orientales. Leur rivalité repose sur la concurrence pour les mêmes ressources commerciales, comme les épices et la soie. Cette tension éclate en conflit armé, dès le XIIIe siècle, avec des batailles navales significatives, comme la guerre de Saint-Sabas, qui débute vers 1256, où Venise et Gênes s'opposent pour le contrôle d'un comptoir à Acre, en Terre Sainte, un port stratégique sur les routes vers l'Orient. Les deux cités mobilisent leurs flottes. Gênes s'allie aux Templiers, tandis que Venise reçoit le soutien d'autres factions locales. Les combats, concentrés autour de 1258, causent des pertes importantes en navires et en hommes. Gênes remporte une victoire partielle en 1261, récupérant certains privilèges commerciaux. Mais Venise conserve une influence notable dans la région. Plus tard, entre 1378 et 1381, la guerre de Chioggia marque un autre sommet de cette rivalité. Cette fois, il s'agit de contrôler l'Adriatique et l'accès aux Dardanelles, une route essentielle pour atteindre Constantinople et la mer Noire. Gênes, soutenu par le royaume de Hongrie, capture l'île de Ténédos, une position stratégique à l'entrée des Dardanelles, menaçant directement Venise. En réponse, Venise engage sa flotte et ses ressources dans un siège de Chioggia, un port proche de sa lagune. Le conflit dure plusieurs mois. En 1380, Venise reprend l'avantage grâce à une stratégie militaire bien coordonnée, forçant Gênes à se retirer. La paix de Turin, signée en 1381, laisse finalement Ténédos aux Byzantins. Mais Venise sort victorieuse bien que ses ressources financières et humaines soient sévèrement entamées. Malgré ces affrontements, Venise maintient sa cohésion interne. Son système politique basé sur le doge et le Grand Conseil reste stable, et ses institutions comme le Conseil des 10 gèrent efficacement les dissensions. A l'inverse, Gênes souffre de divisions internes après ces guerres. Les luttes entre ces familles nobles affaiblissent sa capacité à rivaliser. Elle se tourne alors vers d'autres activités, comme la finance internationale, abandonnant progressivement sa suprématie maritime. Au XVIe siècle, Venise commence à perdre son rôle dominant. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin, liés aux changements mondiaux et aux pressions internes et externes. Le premier facteur est le déplacement des routes commerciales. Pendant des siècles, Venise contrôlait le commerce entre l'Orient et l'Occident, transportant épices, soie et autres produits via la Méditerranée. Mais après 1492, la découverte des Amériques par Christophe Colomb, et en 1498 la route maritime vers les Indes par Vasco de Gama, via le cap de Bonne-Espérance, change la donne. Les Portugais puis les Anglais et les Hollandais développent des voies atlantiques, réduisant l'importance de la Méditerranée. Venise voit son monopole commercial s'effriter, car les ports comme Alexandrie perdent leur rôle central. L'Empire ottoman aggrave cette situation. En 1453, la prise de Constantinople par les Ottomans prive Venise de nombreux comptoirs orientaux. Elle conserve Chypre jusqu'en 1571 et la Crète jusqu'en 1669. Mais ces pertes successives affaiblissent son réseau maritime. Malgré une victoire à la bataille de Lépante en 1571, où sa flotte contribue à la défaite des Ottomans, Venise ne peut empêcher la perte de Chypre peu après. La guerre de Candie, de 1645 à 1669, marque la fin de son contrôle sur la Crète, épuisant davantage ses ressources. Les conflits européens jouent aussi un rôle. Entre le XIVe siècle et le XVIe siècle, Venise s'engage dans les guerres d'Italie contre Gênes, Milan, Florence, Naples et Rome. Ces affrontements, comme la défaite à Agnadel en 1509 face à la Ligue de Cambrai, coûtent cher, en argent et en hommes. À l'intérieur, des tensions sociales émergent. Les craintes de complot et les inégalités entre classes créent des frictions, rendant la gestion de la République plus difficile. Malgré cela, Venise reste active. Elle se tourne vers la terre ferme, conquérant Padoue,
Vicence, Vérone, le Frioul, Brescia, Bergame et Crémone entre 1404 et 1438. Ces territoires compensent partiellement ces pertes maritimes. Au XVIe et XVIIe siècle, Venise, après un déclin commercial, se transforme en un centre culturel et artistique majeur. Bien que son rôle économique soit moins dominant, la ville maintient une prospérité notable et attire des visiteurs de toute l'Europe. Dès le XVIe siècle, Venise devient un foyer pour les arts. Des peintres comme Titien, actif jusqu'en 1576, et Tintoretto produisent des œuvres marquantes. La famille Bellini joue un rôle central dans la peinture de la Renaissance. L'architecture bénéficie du travail d'Andrea Palladio, qui conçoit des bâtiments dans un style classique, notamment des villas et des églises. La musique prospère aussi avec des compositeurs comme Giovanni Gabrieli et Claudio Monteverdi. Venise gagne en attractivité grâce à ses festivités. Le carnaval, qui dure 6 mois chaque année, attire des voyageurs fascinés par les masques et les spectacles. La fête de la Seanza, où le doge jette un anneau dans la mer pour symboliser l'union de Venise avec les flots, reste un événement marquant. La ville innove en ouvrant des théâtres publics pour l'opéra, parmi les premiers en Europe. En 1760, elle compte environ 149 500 habitants, signe de son dynamisme. Sur le plan économique, Venise compense la perte de son monopole commercial par des industries locales. La verrerie de Murano, réputée pour ses objets raffinés, soutient l'économie. La diplomatie de la République reste efficace, maintenant des relations équilibrées avec des puissances comme l'Autriche et la France. Ces alliances permettent à Venise de préserver son influence, même sans sa suprématie maritime d'antan. La ville joue également un rôle clé dans la préservation du patrimoine. Ses églises, notamment Saint-Marc, conservent des trésors byzantins, comme des mosaïques et des reliques. Ses bibliothèques abritent des manuscrits italiens et orientaux, faisant de Venise un gardien de la culture européenne. En 1797, après plus de 1000 ans d'une existence souveraine, la République de Venise voit son destin basculer. L'invasion par les troupes françaises dirigées par Napoléon Bonaparte met un terme brutal à son indépendance. Le 12 mai 1797, le doge Ludovico Manin, dernier représentant de cette longue lignée, est contraint d'abdiquer sous la menace de l'armée française. Affaibli par des décennies de déclin économique et militaire, Venise ne peut opposer de résistance durable et Napoléon instaure alors une administration provisoire, balayant l'oligarchie qui avait gouverné la cité avec une stabilité remarquable pendant des siècles. Quelques mois plus tard, le 17 octobre 1797, le traité de Campo Formio officialise la chute de Venise. Par cet accord, Napoléon cède la ville et ses territoires à l'Autriche, en échange d'avantages stratégiques ailleurs en Europe. Venise perd ainsi son identité politique, reléguée au rang de simple province sous domination étrangère. Venise a connu un destin unique. Au 5e siècle, des réfugiés s'installent dans une lagune marécageuse, fuyant des invasions barbares. De cette communauté naît une puissance maritime qui, du 9e siècle au 15e siècle, domine le commerce entre l'Orient et l'Occident. Ses navires transportent des épices et de la soie, tandis que son système politique, avec le doge et le Grand Conseil, assure une stabilité durable. À son apogée, marqué par la 4e croisade, de 1204, Venise contrôle des territoires comme la Crète et des comptoirs jusqu'à la mer Noire. Mais au XVIe siècle, les routes atlantiques et l'Empire ottoman affaiblissent son monopole. Elle se réinvente alors en centre culturel, attirant des artistes comme Titien et devenant célèbre pour son carnaval. En 1797, Napoléon met fin à son indépendance et le traité de Campo Formio la cède à l'Autriche, clôturant plus de 1000 ans de république. Venise laisse un héritage durable dans le commerce, l'art et la politique. Malgré sa petite taille, limitée à une lagune sans vaste terre ni ressources, elle a bâti un empire grâce à son ingéniosité, son commerce maritime et une diplomatie habile. Sa flotte, ses comptoirs et son art ont rayonné bien au-delà de ses frontières, prouvant qu'un État n'a pas besoin d'être un géant pour marquer l'histoire.